Eh bien, on va commencer. Donc, et tout d'abord, je voudrais vous saluer, vous dire bonjour. Je suis content que vous soyez une bonne trentaine pour participer au café littéraire que Véronique a choisi d'animer pour la dernière fois. Pendant plusieurs années, Véronique, tu les as fait vivre avec beaucoup de talent et tu t'es également occupé avec autant de qualité des visites pour les expositions dans les musées de Toulouse. À 2 reprises, les Instituts Revienne ont été l'occasion de rajeunir en évoquant les souvenirs scolaires. Enfin, tu présidais aussi le prix du livre LSR Muret et je me remémore avec grand plaisir le dernier décerné à Gabriel Sandora et maintenant, j'en fais quoi de tout cet amour? Le 29 septembre 2023, donc, nous étions à Brioude par une belle journée ensoleillée, journée qui avait, comme à l'accoutumée, remporté un franc succès. C'est un grand vide que tu vas laisser, Véronique. Mais nous allons nous retrousser les manches et avec les forces vives que compte l'association, je vais m'employer avec l'aide du conseil d'administration à faire en sorte que se perpétuent toutes ces activités. Et c'est en son nom, Véronique, qu'un signe de remerciement, eh bien, on va te remettre un bouquet de fleurs qui, bien qu'elles soient périssables, t'apporteront, j'espère, et pour longtemps, un peu de baume au cœur. Et maintenant, que vive le café littéraire. Merci. Merci, c'est beau. On va tout de suite enchaîner. Et donc, l'auteur que je reçois aujourd'hui, c'est Christophe Agnus. Je lui ai bien demandé comment se prononcer son nom. A-G-N-U-S. Donc, comme je ne le connais pas du tout, j'ai pris ce qu'on nous dit au début de son livre. Originaire de Brest, Christophe Agnus est un ancien grand reporter et un pionnier de l'Internet français. Il signe son premier roman avec L'Armée d'Édouard, paru chez Robert Laffont en 2022. Le voilà. Donc si vous voulez ajouter quelque chose... Ça marche aussi. Non, c'est un résumé, en résumé, tout est vrai. Donc, je suis effectivement un breton exilé en Occitanie, et c'était mon premier roman, et voilà. Donc il n'y a pas de problème. On a une version pocket maintenant depuis quelques années. Donc voilà, ce roman, c'est un premier roman, paru en 2022, et donc déjà en livre de poche, mais M. Agnus, avec qui nous avons mangé, m'a dit que les droits avaient déjà été achetés avant la sortie, par livre de poche, tellement j'allais dire le scénario. Le manuscrit avait plu. Enfin, le manuscrit avait... Il avait... Pas de toute façon, le livre a vécu un truc qui m'a étonné, puisque je n'ai pas cherché d'éditeur, c'est l'éditeur qui est venu chercher le livre. Et donc, j'ai jamais cherché d'éditeur. Je me suis trouvé chez Robert Laffont par hasard. Et puis, ils ont proposé, dès qu'ils l'ont eu, ils l'ont proposé à Pocket, et qui a tout de suite dit on veut la voir. Voilà, il faut le proposer. Donc, pour l'instant, c'est une sorte de rêve, là, donc je continue. Donc, je vais vous lire. C'est très difficile, surtout pour ce livre-là, d'en parler sans dévoiler, sans déflorer l'histoire. Je vais essayer. Donc là, je vais vous lire le résumé qui est sur la 4e de couverture pour que vous fassiez quand même une idée, puis après, bon, on ira dans le détail. L'Armée d'Édouard, ça s'appelle. L'aigle a été enlevé. Il est 11 heures en Floride, lorsque, en plein parcours de golf, le président des États-Unis disparaît sous les yeux de son service de sécurité. Et aussitôt, le monde vacille. Car, au même moment, ce ne sont pas moins de 19 personnalités de premier plan, chefs d'entreprise, artistes, personnalités politiques, qu'on escamote en plein jour aux 4 coins du globe. Une opération parfaite,
technologiquement intraçable, qu'un groupe inconnu revendique bientôt, l'armée des doigts. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Jusqu'où iront-ils? Donc c'est un thriller, mais tout à fait particulier par son thème, on va y venir. Donc ma première question, vous l'avez dit, c'est votre premier roman, donc c'est comment en vient-on à écrire un premier roman? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Et pourquoi choisir un thriller? En fait, il y a 3 questions. Alors, en fait, c'était mon 8e livre. J'avais écrit des livres avant, qui est ce qu'on appelle des livres de journalistes, des livres où on s'efforce que tout ce qu'on va écrire soit vrai. Donc il y a un gros boulot, parfois assez rébarbatif, mais pour tout vérifier, pour être sûr qu'on ne va pas écrire une bêtise. Et j'avais dans la tête l'idée de faire un roman, mais ça me semblait inaccessible en disant ouais, mais est-ce que je saurais inventer une histoire complètement nouvelle, inventer quelque chose? Et donc je repoussais. Et puis en 2019, bon, je trouve que j'ai une tradition avec mon fils, donc maintenant il a 20 ans, mais c'était depuis qu'il a 13 ans, et c'est à sa demande, il me dit tous les ans il veut passer 4-5 jours avec moi, juste avec moi. Donc et c'est lui qui choisit où, comment. Donc on est parti en montagne, on est parti en kayak, on est parti en moto, et puis là il voulait partir en bateau. Donc j'ai loué un petit bateau à Brulsan, et on est partis tous les deux. Et quand vous êtes tous les deux sur un bateau, il n'y a pas grand-chose à faire à part parler. Donc, et puis on parle, et puis il me dit, mais papa, tu ne peux pas écrire un roman? Je lui dis, bah écoute, je sais pas, puis je lui dis, mais t'as pas des histoires? Si, j'ai des histoires en tête. Il me dit, bah raconte-moi les histoires. Et donc je lui racontais des histoires. Et à partir de là, il ne m'a plus lâché. Et notamment, je lui ai raconté celle-là, et il m'a dit, non, attends papa, arrête. Écrire. Et après, c'était toutes les semaines, papa, t'as commencé à écrire. Donc à un moment, je me suis mis, et puis il y a eu le Covid, où du coup, j'ai eu du temps, et donc j'ai commencé à écrire ce livre, et puis voilà, puis je l'ai terminé. Enfin, le truc qui est amusant, c'est que en 2021, oui, il est sorti en 22. En 2021, je suis à Paris dans un dîner, et chez des copains, et puis il y a quelqu'un qui me dit travailler dans l'édition. Et puis je dis moi aussi, parce que j'ai une petite maison d'édition sur la mer. Et puis elle dit, mais tu écris? Je dis oui, j'écris des trucs, mais tu fais pas de fiction. Je dis bah si, voilà, je trouve que je suis en train d'en écrire une. Et elle me dit, mais bon, très bien. Puis elle me dit, mais tu vas éditer chez qui? Et je dis bah je sais pas, parce que je connais pas bien les éditeurs de ce thriller, parce que c'est un thriller. Et elle m'a dit, bah, écoute, moi je connais bien tout ce monde-là, donc quand tu as fini, tu m'envoies le premier chapitre, et je te dirai à quel éditeur ça correspond. Alors moi j'ai trouvé ça génial, super, c'était très utile. Donc je termine mon livre, et puis je lui envoie un message en disant, écoute, c'est terminé, est-ce que tu es toujours d'accord pour me donner ce coup de main? Elle me dit, pas de problème, envoie-moi le premier chapitre. Donc j'envoie le premier chapitre, et grand silence pendant 3 semaines, enfin 3 semaines, je dis à ma femme, ça doit être nul, je ne sais pas dire. Et bon, et au bout de 3 semaines, elle m'envoie un SMS en disant écoute, j'ai pas eu le temps, j'ai été débordé par le boulot, j'ai pas pu regarder ton truc, mais je pars en week-end chez ma mère, donc je l'emporte. Et je te dirai la semaine prochaine. Ça, c'était le vendredi soir à 18h. Le samedi, à 9h du matin, j'ai un SMS qui me dit j'adore, je veux la suite. Alors je lui envoie la suite, et le jeudi suivant, je reçois un mail qui me dit j'ai fait lire en interne à 3 personnes, on adore, on veut publier, et elle signe Noël Mémaroglou, et directrice éditoriale Robert Laffont. Et voilà, donc c'est presque le hasard, je dirais, quelque part. Je l'ai écrit parce que mon fils m'a poussé, et il a été publié parce que j'ai eu ce dîner, et j'ai croisé cette personne qui est devenue mon éditrice derrière. Quoi. Mais s'il avait été nul... Eh ben, elle m'aurait dit, elle aurait envoyé vers les confrères. Il n'aurait pas été publié. Voilà, ça c'est. Alors pourquoi des thrillers? Parce que j'adore ça. Ça paraît bête, mais moi j'ai beaucoup. J'ai des auteurs. Bon, j'ai vécu aux États-Unis, et j'ai beaucoup voyagé quand j'étais à l'Express et dans les autres journaux. Parce que quand vous êtes reporter, vous passez quand même votre temps en déplacement. Et quand vous êtes en déplacement, vous prenez des livres. Et notamment, moi, ce que je disais, c'était ce que j'aimais bien, ce que j'appelais les livres d'aéroport. Les livres d'aéroport, c'est le livre qu'on achète à l'aéroport et qu'on lâche, une fois qu'on l'a fini, on le laisse à quelqu'un d'autre en arrivant parce qu'on l'a terminé, etc. Donc c'est des poches
poche. Et il se trouve qu'aux États-Unis, il y a une gros culte du thriller, avec des auteurs certains qui ont vraiment beaucoup plu. Je pense, certains noms vous connaissez sans doute, comme John Grisham ou Michael Crichton. Je ne sais pas, vous voyez, Michael Crichton, il a écrit un petit livre qui s'appelle Jurassic Park. Et pas que ça, il a écrit d'autres choses. Il est malheureusement mort trop jeune, mort à 61 ans. Ou John Grisham, qui a écrit La Firme, par exemple. Et, bon. En plus, c'est des auteurs que j'ai pu rencontrer dans mes reportages. Et donc, je lisais ce genre de livres et j'adorais parce que c'est des livres, surtout Crichton et Grisham, qui ne sont jamais gratuits. C'est-à-dire que c'est du thriller, c'est-à-dire qu'il y a un rythme, on est emmené, on va à tout prix savoir ce qui va se passer, mais il y a toujours une idée derrière. C'est pas gratuit, c'est pas juste. Je ne suis pas fan des livres qu'on appelle les policiers classiques où, style, on va savoir qui a tué. Ça, je m'en fous. Généralement, ça m'intéresse pas énormément. Et eux, il peut y avoir des meurtres, mais il y a toujours, chez Crichton, un enjeu scientifique, toujours. Il y a toujours quelque chose de scientifique derrière, avec une mise en garde. Il a fait un très beau livre qui s'appelle La Proie. Les proies, c'est sur par exemple, la nanotechnologie, les risques. Donc c'est toujours, mais sous l'angle d'une narration un peu thriller, un peu. Voilà. Évidemment, il a fait Jurassic Park, mais il en a fait pas mal d'autres. Et puis, Jurassic Park, vous voyez la thème, cette thématique des risques de manipulation de l'ADN, etc. Mais aussi, dans son livre, on ne se rend pas compte dans le film, mais il y a la théorie du chaos, très présente dans le livre. Et chez Grisham, c'est toujours des problématiques juridiques. C'est toujours très intéressant, des problématiques juridiques. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était de dire comment on utilise le thriller, donc le plaisir, le divertissement, et puis aussi essayer de raconter quelque chose qui fait un peu de sens, quoi. Alors justement, le choix du sujet est particulièrement original, puisque c'est l'environnement, l'écologie, qui est le thème, le fil rouge du roman, celui qui motive l'armée d'Édouard. Et il arrive dès les premières pages. Vous savez que j'aime bien vous lire des passages pour que vous fassiez une idée du contenu, du style. Donc, dès les premières pages, entre la décision du président américain de laisser les groupes pétroliers, c'est un écologiste qui parle, là. Entre la décision du président américain de laisser les groupes pétroliers faire ce qu'ils veulent, la reprise des extractions de gaz de schiste, l'autorisation de la chasse dans les parcs nationaux, la baisse des normes anti-pollution pour les voitures, sans que les États puissent exiger des plafonds plus stricts, l'abrogation de la réglementation sur les fuites de méthane, le détricotage de la loi protégeant les espèces menacées, et évidemment la nomination à la tête de l'Agence de protection de l'environnement d'un anti-écolo notoire, ancien avocat de sociétés pétrolières et minières, la liste des sujets de frustration s'allonge quotidiennement. À croire que Mick Faker, c'est le nom qu'il donne au président des États-Unis. À croire que Mick Faker agite délibérément tous les chiffons rouges environnementaux. Excusez-moi. Donc, le thème de l'écologie apparaît tout de suite. Alors, en plus, tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Donc, pourquoi ce thème? Pourquoi avez-vous choisi le thème de l'écologie? D'abord parce que c'est un sujet, moi, qui me préoccupe depuis longtemps, très très longtemps. Moi, je suis un breton, je suis finistérien. J'ai grandi au bord de la mer, j'ai connu la Mokogadis, etc. Et je suis membre de mouvements comme WWF depuis que j'ai 10 ans. Et donc, toutes les problématiques environnementales. Et puis, quand je suis rentré à l'Express, au début, je me suis pendant 4 ans occupé de l'environnement. Et donc, c'est des sujets qui me préoccupent. Et puis, toujours, je suis administrateur d'un groupement d'entreprises qui s'appelle 1% for the Planet, qui regroupe aujourd'hui en France 1300 entreprises qui donnent au moins 1% de leur chiffre d'affaires pour aider des associations de défense de l'environnement. Voilà. Donc, c'est quelque chose dans lequel j'ai toujours été très impliqué. Et je trouvais que par le biais du divertissement, justement, on pouvait raconter des histoires, sensibiliser. Alors, je dirais que je rajouterais quand même, il n'y a pas qu'un thème, il n'y a pas que l'environnement dans le livre, parce qu'il y a aussi la justice sociale et la corruption, qui sont des thèmes forts, quoi. Mais c'est un thème qui me vraiment, moi je m'intéresse beaucoup au monde marin, et ça reste quelque chose qui est
très très important parce que j'ai souvent le sentiment que les gens ne prennent pas conscience des risques et tout que ça représente. Voilà. Et moi, par exemple, je suis toujours énervé, et je l'ai dit à plein de journalistes, quand ils me parlent de sauver la planète. Je dis, non, arrêtez de ça, mais sauve la planète, elle va très bien, la planète. Dans 4 milliards d'années, elle sera toujours là. Et non, nous, on sera peut-être plus là. C'est nous qui sommes voilà. Et c'est pas, on n'est pas là pour sauver la planète, on est sauvé pour on est là pour faire que la planète reste habitable. C'est une notion totalement différente. La planète, elle ira très bien, les fourmis et les rats prendront la suite, et il n'y a aucun problème. Je veux dire que s'adaptera sans problème à notre absence. Donc il faut revenir, quand on dit sauver la planète, les gens ne se rendent même pas concernés, parce que la planète, c'est pas moi. Et alors qu'en fait, non, l'enjeu, et je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, c'est l'habitabilité de la planète. Et ça, c'est le vrai enjeu. Et donc je pense que par le roman, par le divertissement, sans embêter les gens, l'idée c'est que même les gens qui sont pas forcément sensibles à ça peuvent s'amuser, prendre du plaisir à lire le truc, et puis en même temps, ça peut les faire un peu réfléchir, c'est pas mal. Ce qui frappe d'entrée dès les premières pages, c'est la construction du roman. Ça débute avec une multiplication des lieux, des personnages, des moments, au point qu'au début, on est un peu perdu. Alors, je vous le dis, n'ayez pas peur, au début, on est perdu, mais c'est fait exprès. Hein, c'est fait exprès, ça fait partie de la logique du récit, puisqu'en fait, c'est un va-et-vient entre l'armée des doigts et des événements extérieurs. Mais il y a une chronologie précise. Chaque épisode commence par un lieu et une heure précise. Pourquoi avez-vous opté pour cette composition? Donc, c'est une alternance entre l'armée des doigts et un récit. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série qui s'appelait 24 heures. Il y avait une série qui était 24 heures où il y avait une mosaïque et on voyait au même moment ce qui pouvait se passer à plusieurs endroits. Bon, moi, j'avais ça en tête, de le faire de façon sur un écrit. C'est-à-dire que, évidemment, quand il se passe une action quelque part, ça veut dire que ce qui se passe à un endroit A, il y a autre chose qui se passe à un endroit B, autre chose à un endroit C. L'idée, il se trouve que dans mon roman, les choses sont liées entre elles, parce que les personnages sont tous les personnages du roman. Donc moi, je trouve ça amusant de les avoir au même moment, de voir ce qui se passe chez chacun, et comme ça, on progresse dans l'histoire. Évidemment, ça paraît... heureusement qu'il y a c'est pour ça que cette chronologie est là, pour qu'on comprenne l'unité. On est dans une unité, pas de lieu, mais de moment. On suit les gens à un moment, que se passe-t-il chez un tel, que se passe-t-il chez un tel. Et évidemment, du coup, comme ils sont assez nombreux, ça fait des allers-retours. Mais après, plus ça va, moins il y en a. et parce qu'ils se regroupent un peu, disons. Et donc, mais c'est... Effectivement, je sais que beaucoup de gens disent le premier chapitre, on est un peu... mais après, on est obligé de poser ça, parce que j'ai beaucoup de personnages. Et puis j'ai bon, ça fait 515 pages, le page, donc c'est les 100 premières, c'est même pas 20% du livre, même pas, c'est 60 pages, les premiers chapitres. Donc la première journée est un peu chargée, mais c'est la première journée de 15 jours. Voilà. Mais heureusement, Nadine et Serge m'avaient prévenu, m'avaient dit bon, tu vas voir, tu vas être perdu au début, mais c'est vrai que tout est, c'est-à-dire que, et c'est fait exprès, tout est indéfini. On ne sait pas au début qui est qui, où ça se passe, et pourquoi, mais c'est ça le thriller, c'est le principe, bien sûr. Mais ce qui m'a frappé aussi, tout de suite, c'est la place accordée à la technologie, à l'informatique, à la modernité en général, à la force du numérique, à la recherche scientifique, à la mondialisation de la communication. Est-ce que c'est l'informaticien qui écrit là? Alors, je ne suis pas informaticien, mais... Moi j'ai vu que vous non, étiez... on m'a présenté comme un pionnier de l'Internet, donc je me suis dit c'est l'informaticien qui écrit. Non, alors je connais bien l'informatique. Il se trouve que mon grand frère est informaticien, donc moi j'ai eu mon premier ordinateur en 1979. Donc c'était parmi les premiers, et j'ai eu les premières connexions au réseau, puisque mes premières connexions au réseau c'est 86, et effectivement j'ai créé l'Express en ligne en 95, donc j'étais dans les... Voilà, et j'avais créé en 98 le premier magazine dont la même équipe faisait le print et le web, le papier et le web, et on a eu deux fois le prix de meilleur site de la presse française, en 2000 et 2001. Donc c'est pour ça que je suis présenté comme un des pionniers de l'Internet éditorial, en fait.
Et techniquement, non, je suis nul. Hein. Non, quand vous êtes un grand frère informaticien, vous lui faites confiance et vous prenez. Mais en fait, je me suis toujours intéressé à ce qu'on pouvait faire avec l'informatique, ce que le numérique pouvait permettre, avec avantages et inconvénients. Ce qui m'intéressait là, c'est de pousser effectivement la technologie, aussi pour faire comprendre l'importance que cette technologie a pris dans nos vies, sans même qu'on s'en rende compte. Elle a envahi absolument toute notre vie. Elle est arrivée à un niveau de quasiment presque de menace maintenant avec l'intelligence artificielle, qui est à une vitesse hallucinante. Quand je vous donne les dates que je vous ai données, Internet arrive en France en 1994, Internet en mobile. C'est hier, quoi. Il y a 30 ans. Et avant, il n'y en avait pas. Moi, je me souviens des cartes de visite dans les années 90 où j'avais mon adresse Internet. On me disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu as écrit là, évidemment? Et donc, c'est vraiment arrivé très très vite. Et je trouvais ça intéressant de montrer dedans beaucoup de technologie pour montrer qu'elle est absolument partout, utilisée de façon énorme. Et ce qui m'a amusé, c'est que j'ai eu des remarques de gens qui disent mais n'importe quoi, vos technologies, là, c'est pas possible. Et j'ai pu leur dire si, mais tout ce que j'ai écrit est faisable. Et puis j'ai eu le prix de cyber, le prix de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et alors là, c'était formidable parce qu'ils m'ont dit on vous a donné le prix parce que justement, on a apprécié que vous racontiez que des choses qui sont possibles et que les gens se rendent compte que c'est possible. Et donc maintenant, à chaque fois qu'on me répond ça, je dis attendez, mais voilà ce qu'ils m'ont dit à l'ANSSI, donc vous me dites que c'est pas possible, allez leur dire qu'eux se trompent, quoi. Eux, les experts nationaux, parce que l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, elle dépend du ministère de la Défense. C'est l'agence chargée de la sécurité informatique du pays. Ils sont assez bons quand même, ils ne sont pas trop mauvais. Et ils m'ont dit, mais tout ce que vous dites est techniquement faisable, techniquement réalisable. Et c'est pour ça qu'ils étaient... et moi, c'est ça aussi que je voulais faire dans le livre, c'est qu'on se rende compte d'abord que ceux qui font enlever les 20 personnes, puis coordonner tout ce qui leur arrive derrière, c'est pas possible sans technologie. Ça ne serait pas possible sans technologie poussée, que ce soit du numérique ou d'autres choses, parce qu'il y a aussi d'autres éléments technologiques. Sans ça, on ne peut pas le faire. Alors, sans dévoiler, parce que c'est les premières pages, enfin, ils détournent un avion. Comment vous détournez un avion si vous n'avez personne dedans? Par l'avionique, donc les systèmes embarqués. Si vous voulez contrôler les systèmes embarqués, vous détournez l'avion comme vous voulez. Et d'ailleurs, c'est une des menaces sur laquelle Airbus travaille énormément, c'est de protéger ces avions du hacking aérien où on prend à distance contrôle de l'avion. Voilà. Et donc, c'est des choses dont les gens souvent ne se rendent pas compte. Aujourd'hui, là, je vais me passer, je trouve que, bon, on en a parlé, mais j'ai passé 9 jours dans un sous-marin nucléaire. Et bien, même dans les sous-marins, maintenant, ils ont un officier spécialisé en cybersécurité dans le sous-marin. C'est nouveau, c'était quelques années seulement. Parce qu'ils disent, même sur un sous-marin qui a 300 mètres sous l'eau, c'est une menace. Donc, ça, il faut que les gens ne se rendent pas compte. J'ai fait ce matin à Cadour une intervention pour les études des écoliers sur tout ce qui était fake news. Et vraiment, je leur ai expliqué, vous posez votre téléphone sur la table, là, vous êtes avec des copains, vous parlez de votre prochain balade à la montagne, et bien pendant 5-6 jours, vous allez recevoir que des pubs parlant de trucs de montagne, parce qu'au fait, vous êtes écouté. Voilà. Votre téléphone n'est pas neutre, il passe son temps à vous écouter. Alors, ce n'est pas des humains qui écoutent, bien sûr, c'est du logiciel, mais n'empêche qu'ils repèrent les mots-clés, et ils écoutent en permanence. Donc, aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte à quel point cette technologie nous envahit, et je trouvais ça amusant de le sensibiliser, de le raconter via un roman. Il n'y a pas que là que votre roman est bien ancré dans la réalité. Le président levé ressemble étrangement à Donald Trump. Il s'appelle Mickey Faker. Bon. Ouais, c'est pas long. On parle de Microsoft, d'Edward Snowden, du journal Le Monde. Mais pour moi, le plus étonnant, c'est la description quasiment documentaire que vous faites du fonctionnement de la Maison-Blanche et des instances américaines, le FBI, la CIA, le Secret Service, etc. Je vais vous en lire un passage pour que vous voyez à quel point c'est documenté. Roy Stillman, c'est le nom du chef de cabinet du président dans le roman. Roy Stillman propose de rejoindre la Situation Room au sous-sol de l'aile ouest du bâtiment. On parle donc de la Maison-Blanche. Équipé d'un matériel de communication de pointe et sécurisé,
mais aussi de dispositifs spéciaux bloquant l'utilisation de téléphones cellulaires non autorisés, la salle de crise est un espace de 465 mètres carrés, découpé en plusieurs pièces distinctes, permettant aux équipes de travailler en toute sécurité, avec un accès Internet à des informations en provenance du monde entier. Mais quand le président lui-même se déplace, c'est la salle de réunion principale que l'on utilise en priorité, pas les deux autres salles de réunion, ni même le bureau réservé au chef de l'exécutif. Il s'agit d'une pièce qui est presque entièrement occupée par une longue et étroite table de bois, 6 sièges de chaque côté, le président au bout, plusieurs grands écrans au mur et un système perfectionné de visioconférence permettant de contacter n'importe qui dans n'importe quel pays. L'endroit parfait pour gérer des crises, qu'elles soient limitées aux États-Unis ou internationales. Il y en a plein d'autres passages, aussi précis que ça, sur le fonctionnement de la Maison-Blanche. Ma question, c'est comment avez-vous connaissance de tous ces détails, de tous ces lieux? Comment vous savez tout ça? Alors, il y a plusieurs réponses. D'abord, en fait, bizarrement, dès qu'on parle des États-Unis, tout ça c'est très facile. Parce qu'il y a un accès, il y a un principe qui est Freedom of Information Act aux États-Unis, où tout est public. Énormément de choses sont publiques. Donc c'est très très facile de connaître énormément de détails sur l'organisation, sur les équipements, etc. etc. C'est vraiment, il y a un niveau de transparence aux États-Unis là-dessus qui est assez étonnant. Et par exemple, si vous posez une question au FBI, ils vous répondent. Ça paraît idiot de se dire, mais est-ce que essayez de répondre quand vous écrivez à la police nationale en France, vous avez 8 mois pour attendre une réponse, si jamais ils vous répondent. Au FBI, ils vous répondent dans les 3 jours. Et ils sont très attentifs à ça. Et donc on a beaucoup d'informations déjà qui sont disponibles. Après, si je prends la Situation Room, ce qu'on appelle la Situation Room, et c'est si vous la topographie elle-même, vous allez sur le site internet de la Maison Blanche, elle est décrite. Vous avez des photos. Vous tapez Situation Room sur Google Photos, vous avez plein de photos. Vous voyez la table de la table, la taille de la table, vous voyez, etc., etc., etc. Il y a eu des films, il y a même un film documentaire qui s'appelle Situation Room, qui raconte tout l'endroit. Donc, moi, j'ai regardé tout ça, j'ai pris des notes au fur et à mesure, et tout est parfaitement... c'est sûr, c'est là-dessus, la vertu d'Internet, c'est qu'il y a un nombre de documents incroyables, et pour peu qu'on cherche, on trouve énormément de renseignements. Énormément. Donc, sur un peu tout, j'ai fouillé comme ça, et puis quand je ne trouvais pas, j'ai fait ce que fait le romancier, c'est-à-dire j'ai inventé. Venons-en au cœur du récit, c'est-à-dire l'enlèvement, d'abord du président des USA, puis de 19 personnalités. Le lecteur, comme le reste du monde, se trouve plongé dans une sorte de télé-réalité géante. D'abord, on découvre le président des États-Unis, contraint de travailler pour manger, perdu sur une île. Alors, je ne peux pas résister au plaisir. Donc, quelque part dans le monde. Cela n'a pas été facile pour le président des États-Unis. D'abord, il a fallu qu'il accepte un fait qu'il estimait jusque-là impossible. Il est seul, sans aucun conseiller ni service de sécurité, sur une île, sans électricité ni moyens de communication. Et pire que tout, il ne sait absolument pas où. À 61 ans, après avoir vécu toute sa vie dans un confort total, sans manquer de rien et surtout pas d'argent, il n'a jamais eu beaucoup de curiosité pour le reste du monde. Et ses maigres connaissances en géographie ne lui sont d'aucune aide. Où est-il? Quelque part en Asie, cela lui semble clair, mais où? La langue des habitants de l'île lui est totalement inconnue. Et il ne parle pas anglais. Ce sont des paysans pauvres, très pauvres, et sans bateau pour s'enfuir. Et en plus, ce pauvre président, il est victime d'un certain nombre de ses propres préjugés. Par exemple, c'est un passage qui m'a paru très drôle, page 266. Tout d'un coup, il découvre que les gens avec qui il partage cette île, ces paysans du Bangladesh,
Mais il ne sait pas qu'il est au Bangladesh, mais bon. Ils sont musulmans, parce qu'ils disent Allahu Akbar. Et alors là, affolement général dans la tête du président. Une forme de panique s'est alors emparée du mikféker. Des musulmans, ce sont des musulmans. Jusque-là, il n'a jamais fait attention aux croyances ni aux activités religieuses du village. Il est au Bangladesh, dans la campagne, où domine un islam sunnite, plus ouvert et modéré qu'au Moyen-Orient, mais il ne connaît pas la différence. La religion ne l'a jamais intéressé, sauf quand il en a eu besoin pour des raisons économiques ou politiques. En revanche, il a été marqué par les attentats de 2001 à New York, de 2013 à Boston, de 2015 à Paris. Des musulmans, pour lui, il n'y a que deux sortes de musulmans. Les riches, ses amis, comme les princes du Moyen-Orient, et les autres. Forcément, les terroristes font partie des autres. Et ces villageois, pouvant sans hésitation être classés parmi les autres, ils pourraient bien être des terroristes. Après tout, il est prisonnier ici depuis 6 jours, non? Ne l'ont-ils pas fait travailler en échange de nourriture? Ne l'empêche-t-il pas de téléphoner, d'appeler au secours? Donc il est paniqué parce qu'ils sont musulmans. Alors, je dois juste préciser qu'il ne l'empêche pas de téléphoner, il n'y a pas de téléphone. Voilà, c'est ça. Hein. Donc j'avoue que ça, c'est un passage particulièrement jubilatoire. Mais qui est aussi, enfin, je me suis inspiré d'un autre président parce que moi, ce qui m'avait étonné, quand George W. Bush a été élu, j'ai découvert que la seule expérience que W. Bush avait de l'étranger, c'était un week-end à Tijuana. Donc Tijuana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à la frontière de San Diego, c'est la ville un peu dévoiement, qui est vraiment contre San Diego, de l'autre côté de la frontière, c'est tout. Donc en clair, il a fait un week-end pour aller faire la fête avec des copains quand il était étudiant, et c'était sa seule expédition hors des États-Unis. Il n'avait jamais mis le pied hors des États-Unis, et il venait d'être élu président des États-Unis. Moi, ça m'avait semblé surréaliste. Et Trump était un peu moins neuneux là-dessus, parce qu'il avait un peu voyagé, mais en revanche, je pense qu'il n'avait pas plus de curiosité. Et à la fin du livre, ce pauvre président des États-Unis, il est obligé, on va le dire, de rentrer par le Mexique en tant qu'immigrant. Et là, il découvre la réalité, l'ironie de la situation, obligé de rentrer clandestinement dans le pays dont il est président, et freiné par des mesures de sécurité anti-immigration qu'il a lui-même instaurées. Et un peu plus loin, il dit, il faut quand même que lui, chef suprême de toutes les forces armées du pays, échappe aux milices et à la police des frontières. Pas le choix. L'Américain connaît leur réputation. Donc tout ça, c'est vraiment très jouissif, on va dire. Au début, pour les autres, les 19 VIP qui sont regroupés sur une île paradisiaque, au début, ils nous amusent. Là, c'est un des personnages enlevés qui se réveille. L'homme qui se réveille, lui, n'est pas à New York. Ici, le soleil commence à se coucher, mais il fait chaud. L'homme ouvre les yeux. Au-dessus de lui, un simple toit de planches de bois. Il est allongé sur un lit en bois, également assez inconfortable. Il se relève doucement et regarde autour de lui. À une trentaine de mètres, il voit une mer d'un bleu-vert magnifique, calme, et une plage de sable blanc qui y conduit. On se croirait aux Maldives, pense-t-il. Allez, t'appole pas. Allez, c'est bon. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Donc, on se croirait aux Maldives, pense-t-il. Il se lève. Il est habillé d'un simple short et d'un t-shirt sans marque. Ses pieds sont nus. Sur sa droite, il aperçoit une autre personne endormie sous un abri. Puis une autre, un peu plus loin. Et encore d'autres. Même chose à gauche. Toutes sont allongées sur des lits rustiques, dans des abris faits de planches, mais visiblement assez solides, et toutes sont vêtues de la même façon.
Il fait le tour des huttes et compte 18 personnes, dont 5 femmes. Qui sont ces gens, se demande-t-il. Alors, je passe un petit peu, puis je lis un peu plus loin. Il se souvient. Il se retourne, donc il voit une autre personne. Il se retourne et voit un homme venir vers lui. Il est noir, il est habillé lui aussi d'un short et d'un t-shirt, pas de chaussures non plus. « Hé mec !» dit l'arrivant en anglais avec un fort accent de New York. « On est où? Qui es-tu? » « Je ne sais pas où nous sommes. Je suis Carlos Pereira de Almeida, du Brésil. Et vous? Tu ne me reconnais pas? Je suis Puff GD, Puff GD. Je ne vois pas. Puff GD, le rappeur. Tu me remets? Je suis une vedette, mec, une vedette. Mais qu'est-ce que je fous ici, mec? Qu'est-ce que je fais avec ce t-shirt et ce short de merde? Où sont mes bijoux? Tu me les as chourés? Donc, au début, on rit. Mais ça se gâte. Parce que cette île, elle va se transformer en jungle humaine. Un petit peu. On a moins envie de rire. Je dirais, vous n'étiez pas d'accord, mais je dirais sur l'île des pauvres, on est solidaire. Sur l'île des riches, on s'entretue. Bon, en fait, donc c'est l'île des salauds. Oui, c'est ça. Parce que pour moi, je voulais pas que ce soit un côté riche-pauvre, c'est pas le sujet. C'était et là, c'est des gens qui sont choisis, évidemment, tous parce qu'ils ont fait des choses pas bien. Ils ont fait des. Il se trouve que pour certains, ça les a enrichis, mais il y a une politique. On ne sait pas si elle a gagné de l'argent ou pas. On sait juste que. Et il y a surtout, c'est des gens qui ont, je dirais, une vision particulière de l'éthique et de la solidarité en général, mais qui ont une autre opinion d'eux-mêmes, tous. Et c'est ça que j'ai surtout voulu prendre en disant, on va les mettre ensemble, et qu'est-ce qui se passe quand vous mettez, alors je vais résumer en disant, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez 19 prédateurs ensemble? Il y a de la prédation. Voilà. Et c'est surtout ça, quoi. On a des prédateurs. C'est pour ça que je peux dire riche-pauvre, parce qu'il y a des riches qui ne sont pas des prédateurs, il y a des gens très bien aussi, et puis il y a des pauvres qui sont des prédateurs. Donc ce n'était pas une question de richesse, mais de mentalité. Voilà. Et effectivement, ils sont l'île. Alors, après l'autre, c'est compliqué, parce que c'est pas que c'est une île qui est au Bangladesh. Moi, je trouve que c'est un pays que je connais bien, j'y suis allé 5 fois, et ils n'ont pas le choix que d'être solidaires, sinon ils meurent. Donc c'est les îles, alors si pour vous résumer, c'est expliqué un peu dans le livre, mais vous avez, le Bangladesh est un pays qui, vous savez, qui est à 70% presque au niveau de la mer, parce que pour 70% de la surface, elle est à 2 mètres au-dessus de la mer, donc vraiment rien du tout, et qui est traversé par un énorme fleuve qui s'appelle la Meghna. La Meghna, c'est la conjonction, pour voir, vous comprenez un peu la taille, du Brahmapoutre et du Gange. Donc déjà 2 fleuves énormes qui se regroupent pour faire un seul. Donc c'est un énorme delta. Le Bangladesh. Et dans ce delta, il y a des îles qui apparaissent et qui disparaissent en fonction des crues. Quand les crues, parfois, quand elles sont trop fortes, elles vont faire disparaître une île et puis faire apparaître une île un peu plus loin. Et il y a une classe de paysans qu'on appelle les paysans sans terre, là-bas, qui utilisent ces terrains, qui sont des terrains qui n'ont pas de propriétaire, de fait, puisqu'ils se créent, ils disparaissent. Et donc, ces paysans vont s'adapter et essayer de faire pousser des choses sur ces terrains-là tant qu'ils existent, à la merci d'une crue qui va faire disparaître totalement leur truc. Et à ce moment-là, ils se retrouvent sans rien du tout. Il faut qu'ils trouvent une autre terre où ils peuvent s'installer. Voilà. Et donc, moi, je me suis installé, je connaissais un peu ces gens-là, j'étais allé voir. Et eux, la solidarité, elle est vitale. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont rien du tout. C'est des gens qui vraiment rien, quoi. C'est pour ça qu'effectivement, le président, il arrive là-dessus. C'est sur cette île il comprend pas qu'il y ait le président des États-Unis. C'est ça, il ne comprend pas qu'il n'y ait pas de téléphone, il n'y ait pas de radio, il n'y a rien. Mais non, parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont juste rien. De toute façon, il n'y a pas de réseau. Donc, même s'il y avait un téléphone. Et donc, donc, effectivement, c'est une opposition totale pour le président. Et puis sur l'autre, vous avez des gens qui sont habitués à être servis, à rien faire et à faire de la prédation plutôt. Voilà, on leur dit débrouillez-vous entre vous, voilà, ils se débrouillent entre eux, quoi. Et tout cela est filmé. Donc mon idée, ma question, c'est quand même une idée géniale, cette télé-réalité. Comment ça vous est venu à l'idée de... Je me suis dit...
C'est Koh-Lanta? Non, mais je dis que c'est que si vous les laissez sur une île, c'est intéressant parce que peut-être certains d'entre eux vont tirer des leçons. Mais point final, vous résumez le truc à entre eux. C'est comme, bon, c'était quand même une sacrée organisation d'enlever ces 20 personnes. C'est pas simple. Si c'était juste pour donner une leçon à 20 personnes, ça n'avait pas de sens. Donc, la seule façon de donner une leçon globale, c'était de médiatiser. Comment vous médiatisez? Vous filmez à leur insu. Leur insu est très important. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'ils se sachent filmer, parce qu'autrement, ils vont adapter leur comportement. Donc, pour que leur vraie nature apparaisse, il fallait qu'ils soient filmés en permanence. Et à ce moment-là, aujourd'hui, c'est très facile, justement, par les réseaux, de créer une télévision, de diffuser ces informations et de les mettre à disposition de tout le monde, ces films, ces vidéos. Et donc, c'était l'idée, c'était que, en fait, le monde entier soit témoin de leur comportement. À partir du moment où il n'y avait pas de caméra, en tout cas, ils pensaient ne pas y avoir la caméra, que brusquement, les façades tombent et que les personnes réelles apparaissent telles qu'ils sont vraiment. Et voilà, je trouve ça assez marrant de faire ça et d'en faire, de rendre du coup ou passer d'un petit fait divers à quelque chose qui devient universel. Voilà, où tout le monde pouvait voir comment se comportaient les différentes personnes, en bien ou en mal, parce qu'il y en a qui se comportent bien. Et justement, je me suis amusé à ce que celui dont le lecteur vont s'attendre à un mauvais comportement, c'est lui qui se comporte le mieux. Et donc, c'est justement montrer que les a priori de la médiatisation d'une personne ne sont pas forcément la réalité de cette personne. Ils ont mis des caméras, c'est parce qu'aujourd'hui il y a des caméras qui sont tellement petites et ils les cachent un peu partout. Et comme ils sont dans une île, sous les arbres, vous mettez un petit trou, vous mettez la caméra dans le tronc à 2 mètres, personne ne la voit. Et donc vous pouvez avoir des caméras un peu partout, il faut juste donner beaucoup, pour qu'il y ait beaucoup d'angles. Et en fait, c'est très facile de tourner, quoi. Après, il suffit d'avoir bien l'intérêt, cacher tous les câbles, cacher tous les systèmes, ou travailler avec que du réseau sans fil, et il n'y a pas de problème. Ce qui a mis au point cette magistrale démonstration, c'est l'armée des doigts. Mais qui sont-ils? C'est la question que tout le monde se pose, y compris le lecteur. Oui. Le son est très mauvais et depuis le début, je n'ai pas compris le titre du livre. L'armée des doigts. Édouard, le prénom Édouard. J'avais compris des doigts. Non, Édouard, le prénom Édouard, le prénom. Mais à l'américaine, E-D-W-A-R-D, parce que c'est un prénom américain. Donc, l'armée des doigts, qui sont-ils? C'est la question que tout le monde se pose tout au long du livre, y compris le lecteur. Et c'est ça qui est très fort. Autant les autorités mondiales que le lecteur ignorent leur véritable identité jusqu'à la fin. Ce qui fait que nous, quand même, qui suivons l'affaire, nous sommes les complices de cette armée des doigts sans savoir vraiment qui ils sont. Ma question, c'est vous auriez aimé faire partie de cette armée, non? Oui, ça c'est rigolo. Bien sûr, parfois je dis aux gens, ça serait marrant qu'elle existe vraiment, quoi, cette armée, mais c'est bon, c'est une armée au sens, évidemment, c'est comme ça qu'ils signent simplement quand ils font leurs revendications, ils signent l'armée d'Édouard pour montrer un côté organisation forte. En fait, ils ne sont pas nombreux, ils sont 150. Vous voyez, donc c'est pas très nombreux, mais ils sont 50 qui ont une particularité, c'est qu'ils se sont préparés pendant 5 ans. Et ils ont énormément de moyens financiers. Qui sont des moyens financiers réels, c'est-à-dire c'est pas de l'argent volé, c'est pas de l'argent... c'est plus compliqué que ça. Oui, tout le montage financier est expliqué à la fin. J'explique le montage financier, mais comment ils ont l'argent, mais parfaitement légal, leur argent, mais ils ont des moyens disproportionnés. C'est-à-dire que donc, l'argent n'est pas le sujet. Ce qu'il faut, parce que je dis souvent que tout est... Quand les gens disent mais c'est compliqué, c'est pas possible de faire ça, je dis si. À partir du moment où vous avez le temps, l'argent, vous pouvez... mais ce sont 2 notions indispensables, le temps et l'argent. Je donne souvent un exemple, c'est un peu particulier, pour quelqu'un qui avait beaucoup de temps et une obsession, c'est l'assassinat de Trotsky par les équipes des membres de Staline. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment... Enfin, vous vous souvenez... Vous n'y étiez pas, mais l'histoire, c'est qu'il a été tué par officiellement, la thèse officielle immédiate, c'était un journaliste américain qui l'a assassiné d'un coup de hache. Pas de hache, mais de piolet. Un piolet.
Et après, quand on regarde le détail, d'abord, il n'est pas du tout américain, il est espagnol. Et il s'est fait passer pour un Américain en séduisant 1 an et demi plus tôt une jeune Américaine qui traduisait certains des livres de Trotsky en anglais. Et puis, il l'a séduit à Paris, alors que Trotsky n'habite pas à Paris. Donc, il va à Paris la séduire, devenir son compagnon. Et puis, à un moment, elle doit aller au Mexique. Il la suit au Mexique. Elle lui fait rencontrer Trotsky. Il se passe plein de dîners, il reste très longtemps. Et puis, il dit à Trotsky qu'il a besoin de lui parce qu'il veut écrire un papier sur le communisme, etc. Il veut très bien. Il se voit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il se voit 13 fois pour travailler. Et un jour, il revient pour travailler et il est devenu un habitué. Donc, les équipes de sécurité ne le fouillent plus. Et il rentre et il a violé et il tue Trotsky. Et c'était un espion envoyé par Staline qui avait été recruté en Espagne en 1935. Voilà. Ils ont mis 4 ans pour organiser l'assassinat de Trotsky. Ils avaient le temps, ils avaient les moyens. Voilà. Là, les choses, bon, évidemment, ils ne vont pas tuer le but, c'est pas de tuer quelqu'un, mais ils ont beaucoup d'argent et du temps, et ils sont très organisés. Et à partir de là, vous pouvez faire des choses assez étonnantes, mais évidemment, la contrainte de temps et d'argent, elle est très compliquée à obtenir. Tout à fait autre chose. J'ai remarqué que dans votre roman, les femmes occupent une place importante. Ça, c'est à cause de ma fille, ça. On découvre d'abord Sarah, qui est l'adjointe du boss, puis Jenny Mercotte, qui est un élément clé avec des identités multiples, et puis une femme qui m'a bien plu, c'est Nusrat Refi, celle qui explique au président des États-Unis qu'il va devoir travailler. Alors je vous lis le passage. Donc, il découvre donc, on revient au moment où il découvre qu'il est sur cette île, et donc il voit quelqu'un à qui il essaie de parler. Il dit, qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Où est-ce que je suis? Mick Faker sort tout en vrac, la frustration liée à sa situation et la peur de l'inconnu qui le tenaille depuis cette nuit. Savez-vous seulement qui je suis, hein? Hein? L'homme le regarde sans cesser de sourire. Alors là, il y a un texte dans une langue Du Bangladesh. Du Bangladesh, donc qui est traduite. Je ne parle pas anglais, je suis désolée. Réponds-moi dans une langue compréhensible, putain de merde. Tu ne parles pas anglais? Tout le monde parle anglais. Même moi, je parle anglais. Et sais-tu qui je suis? L'homme a un geste désolé et répète impuissant. Je ne parle pas anglais, je suis désolé. Putain de connard de merde, hurle Faker. Je suis le président des États-Unis d'Amérique. L'homme le plus puissant du monde, merde. L'homme le regarde stoïque. Une autre voix parvient alors aux oreilles de Faker, quelques mètres derrière lui. Et cela te sert à quoi, mec? Non, pardon. Et cela te sert à quoi ici? Tu crois qu'on en a quelque chose à faire? Mick Faker se retourne d'un coup, furieux qu'on ose lui parler ainsi. Mais il reste sans voix. C'est une femme, il a apostrophé d'une voix calme. Une très belle femme. Jeune, habillée d'un simple mais élégant sari ocre. Derrière elle se tient un homme au regard glacial. Une armoire, plus de 2 mètres et 150 kilos sans doute. Un colosse, dont la présence intimidante permet à la jeune femme de parler sans crainte à ce drôle d'étranger énervé. Elle continue, aussi calmement qu'avant, toujours souriante, maniant parfaitement l'anglais. Qui que tu sois, cela n'a aucune importance. Quelqu'un t'a amené dans la nuit et nous a demandé de t'héberger. Chez nous, l'hospitalité est un devoir. Mais si c'est pour mettre le désordre dans notre communauté, tu repartiras avec le prochain bateau. En attendant, si tu veux manger, il faudra travailler. Il faudra gagner tes repas. Et un peu plus loin, elle dit, je m'appelle Nusrat Rafi. Celle-là, je l'adore. Bon, ma question, c'est, vous ne seriez pas féministe par hasard? Je pense, est-ce que c'est une option? Non,
non, mais ça paraît pas. Voilà, moi c'est. Oui. Enfin, c'est marrant parce que je me prends pas comme ça. Enfin, je pense que moi j'ai monté plusieurs sociétés, à chaque fois mes adjoints étaient des femmes. J'ai toujours travaillé avec des femmes et mes chefs ont été des femmes. J'ai eu plusieurs chefs à Express, donc Christine O'Krent, ça m'a jamais posé le point de problème. Donc je ne me pose pas trop le problème comme ça. Donc, et là, j'ai choisi plutôt les personnages en fonction de ce qui collait bien avec la scène que je voulais raconter. Et effectivement, j'ai des femmes assez fortes, elle, mais aussi la journaliste la journaliste du Monde. La journaliste du Monde aussi, qui a un rôle important. Qui a un rôle très important. Parce qu'elle dit, c'est elle qui divulgue. Ouais, c'est celle qui enfin vraiment, elle fait un super boulot, c'est une énorme enquêtrice, etc. Et bon, je me suis amusé à lui donner une partie des noms de ma fille, donc c'est parfait. Non, oui, féministe, c'est un peu. Enfin, c'est marrant, je ne pose pas la question comme ça me paraît tellement normal que je ne le vois pas comme un acte de militantisme en tout cas. Les femmes ont leur rôle, dans le même rôle, parce que moi j'ai fait grandir ma fille avec un principe, j'ai toujours dit que les filles étaient des garçons comme les autres, et donc voilà, donc je sais pas, donc elles ont des rôles en fonction de ce qui colle avec le roman. Voilà, il se trouve que là le chef de l'armée d'Edouard c'est un homme, sa seconde est une femme parce qu'elle est brillante, elle lui donne lui il est furieusement intelligent et très bon dans un domaine, mais il n'a pas le sens de l'organisation qu'elle a. Donc c'est elle qui est l'organisatrice, qui est lui il a le génie de penser le truc, et elle le met en musique de façon parfaite parce qu'elle est aussi extrêmement brillante. Et effectivement, j'en ai fait, en revanche, un petit truc, parce que j'ai fait une jeune italo-nigériane, donc, qui avait dû fuir le Nigeria parce que ses parents avaient été tués par la junte au pouvoir au Nigeria, et qui, parce qu'elle revient elle est docteur en chimie, et parce qu'elle arrive diplômée d'une très bonne université mais au Nigeria, très connue au Nigeria, mais pas ailleurs que dans le monde, et qui est la grande université de Lagos, et elle a un diplôme de très haut niveau, mais comme elle n'est pas italienne, enfin elle est italienne de nationalité, mais elle est métisse, elle n'est pas diplômée de Milan, donc personne ne peut lui donner de travail. Et lui va la chercher justement parce qu'il voit que c'est une fille brillante, mais qui est totalement sous-exploitée parce qu'il va la chercher dans elle tient un vestiaire dans un salon, dans des types de salons de professionnels, mais ouais, donc, qui n'est pas au niveau de son intelligence. Il y a un élément omniprésent aussi dans le récit, c'est la mer, l'océan, l'eau, qui entre en jeu dès les premières pages, puisque le premier enlèvement, c'est dans l'eau. Après, il y a les voiliers, les sous-marins et autres choses dont on ne peut pas parler ici. Et puis, les kidnappés sont tous sur des îles. Hein. Et ma question, c'est pourquoi la mer ? Est-ce que parce que c'est l'élément premier et vital ? Est-ce que c'est un écosystème à préserver ? Est-ce que c'est l'ultime espace de liberté ? Alors, pourquoi la mer ? Je vais dire tout ça. C'est très très important. Tout ça, voilà, tout ça, plus le fait que moi je suis arrière-petit-fils de marin, petit-fils de marin, fils de marin, et que j'ai grandi au bord de l'eau, et quand j'avais 10-11 ans, quand on rentrait de la classe, on prenait le voilier qui était en bas de la maison pour aller faire un tour. Donc la mer a toujours été présente et omniprésente dans ma vie. Donc voilà, c'était l'élément. Oui, je pense qu'avec mon frère, on est complètement. Tout ce qui touche à la mer, on adore, on est dedans. Et puis après, il y a tous les éléments que vous pouvez raconter aussi. Moi, je pense aussi que j'ai utilisé beaucoup parce qu'effectivement, c'est le dernier espace où vous êtes à l'abri de tout. Enfin, à l'abri de tout. Pas du danger, hein, parce que la mer peut être dangereuse, mais vous êtes à l'abri des autres menaces et vous êtes libre d'aller à droite, à gauche sans demander à personne. Vous pouvez tout faire sans demander à personne, parce que la mer, elle est 70% de la surface du globe, et vous pouvez faire le tour du monde sans jamais demander à personne une autorisation. Et on peut s'y cacher. Et on peut s'y cacher très facilement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des sous-marins. Les sous-marins, c'est les seuls qui sont totalement intraçables. Un sous-marin français nucléaire, il est invisible. D'ailleurs, ils utilisent le terme de se diluer. Quand ils partent, ils se diluent. Et donc, ils sont quelque part. Et
Et je trouvais ça assez intéressant, même d'un point de vue romanesque, d'utiliser un moyen qui est intraçable. Parce qu'aujourd'hui, un avion, on arrive à le suivre. Un sous-marin, un bateau, un petit bateau, un gros bateau, on arrive à le suivre. Un petit bateau, on ne suit pas. On ne sait pas où il va. Et il peut disparaître sans qu'on sache, on n'ait aucun moyen de le repérer. Ça, je trouve ça amusant. Pour changer de thème, on ne peut pas occulter, avant de finir, le thème de l'immigration. Toute la fin du livre évoque les conditions et le sort des migrants qui tentent d'entrer aux États-Unis par le Mexique, puisque le président des États-Unis va être obligé, par l'armée des doigts, de rentrer chez lui en passant, voilà, clandestinement. Et je vais quand même vous lire certains passages qui sont vraiment, pour moi, poignants. Alors, ça ne sera sans doute... Muriel rigole. Le colosse secoue la tête et regarde son interlocuteur en souriant. Passer la frontière, ça sera sans doute le plus simple. Encore faut-il arriver jusqu'à la frontière. Pour beaucoup de gens, les migrants sont avant tout une potentielle source de revenus. Mais ils n'ont rien. Détrompe-toi. Ils ont ce qui permet aux salauds de leur faire subir tout et n'importe quoi, de l'espoir. Et à cause de cela, ils sont prêts à accepter des choses que tu n'imagines pas. On dit qu'aucune femme n'arrive jusqu'à la frontière sans se faire violer au moins une fois, si ce n'est plusieurs. Les plus jolies ont peu de chances d'aller au bout. Les cartels les auront récupérées avant pour les mettre dans des bordels, à moins que ce ne soit la police qui le fasse. La police mexicaine, évidemment, ils sont comme les cartels. Pas tous, d'accord, mais beaucoup quand même. Trop pour leur faire confiance. Ceux-là volent et tuent de la même façon. Après tout, les Américains paient les Mexicains pour que le moins de gens possible atteignent la frontière. Alors, qui va porter plainte? Et un peu plus loin, certains s'en tireront sans heurts, d'autres seront rackettés, quelques-uns enlevés contre rançon, et peut-être pire pour ceux qui résistent ou n'auront aucun parent pour payer. Mais ils le savent tous. Pourquoi avoir introduit le thème de l'immigration dans ce roman? Alors, honnêtement, c'est le hasard. Quand j'écrivais, au début, j'avais mis mon président donc, sur cette île. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais il ne peut pas y rester trop longtemps, parce qu'on va le repérer. À cause des films, ils vont finir par avec les moyens de la NASA et de la NSA, avec la et de météo, CIA, avec la météo, etc. Ils vont finir par repérer, donc il faut que je l'envoie ailleurs. Où est-ce que je peux l'envoyer? Il se trouve que je venais de finir un formidable livre d'une américaine qui s'appelle Janine Cummings, qui s'appelle American Dirt. Et dans American Dirt, on raconte justement l'histoire d'une femme qui est une Mexicaine, qui était l'épouse d'un journaliste, des libraires d'Acapulco, qui est épouse d'un journaliste, journaliste avait écrit le portrait du patron du cartel local, et du coup, le type veut se venger et fait exécuter toute la famille. Il fait exécuter toute la famille, et elle survit parce qu'elle est partie avec son fils, qui est petit, elle l'a emmené aux toilettes à ce moment-là, son fils de 10 ans, et il se trouve que quand ils attaquent, elle est dans la salle de bain, et elle arrive à se cacher dans la douche avec son fils, et donc elle est la seule survivante, et elle décide de fuir, et son récit c'est sa fuite pour fuir tout le monde, quoi, parce qu'elle a une sœur qui est aux États-Unis, il dit il faut que je rejoigne les États-Unis, où j'ai ma sœur, et il ne faut pas qu'ils m'attrapent, parce qu'ils se rendent compte très vite qu'il leur manque 2 personnes dans la famille. Voilà. Donc je venais de lire ce livre, et là du coup je me suis dit titre en disant mais après tout, tous les freins ils sont faits, parce que l'idée de départ de ce livre c'était aussi de mettre des gens responsables face aux conséquences de leurs propres décisions. Et donc je me suis dit, le président américain, c'est lui qui fait fermer la frontière mexicaine. Donc autant le mettre dans cette situation-là. Et donc évidemment, après, il fallait raconter, ça se passe comment. Et donc je me suis documenté, et ce que j'écris sur ce qui arrive est la stricte vérité. Aujourd'hui, la police, c'est un drame complet. Les prix à payer pour ces gens pour atteindre la frontière mexicaine, il est monstrueux.
il y a 15, on estime qu'il y a presque 15% qui n'atteignent jamais la frontière, qui se tuent avant, et les conditions ils sont pillés, violés, c'est vraiment terrible. C'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est assez dramatique. Et donc moi, ça me servait pour raconter, parce que moi, je faisais vivre à mon personnage, mais ces conditions sont vraiment celles-là, et la corruption de la police mexicaine est mondialement connue. Et aujourd'hui, on considère qu'il y a au moins un tiers de la police mexicaine qui est corrompue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 tiers, il y a un tiers qui n'est pas corrompu, mais il faut le trouver. Il y a un tiers qui essaie surtout de ne pas avoir d'emmerde. Donc ils ferment les yeux quand il faut, ils ne sont pas corrompus, mais ils acceptent parfois de rien dire. Ils laissent faire parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix, parce qu'il faut savoir que les menaces, c'est on vous tue toute la famille. Donc parfois, il faut avoir un sacré courage pour refuser. Et puis vous avez un tiers qui est totalement à la solde des cartels mexicains, qui sont parmi les plus dangereux aujourd'hui d'Amérique du Sud. Donc vous avez parce que le Mexique est la plaque tournante pour faire monter la drogue vers la drogue qui arrive de Bolivie, Colombie, etc., Venezuela, pour la faire monter vers les USA. Donc voilà, je voulais remettre ça en rappelant ce que vivent ces gens qui arrivent aux frontières, qui ne sont pas du tout, en plus, les plus... souvent, ils fuient pour des raisons politiques, pour des raisons... là, j'ai vu un personnage qui est un prof d'histoire, par exemple. Prof d'histoire, il se trouve qu'il a été témoin de choses qu'il n'aurait pas dû voir, et il fuit pour sa vie, quoi. Et donc, c'est ça l'idée, c'est que les gens, ils fuient comme ils peuvent, parce qu'ils essaient de sauver leur peau. Et ils vivent pour arriver jusqu'à la frontière mexicaine, où ils ont très peu de chances de passer, parce que, quand même, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas du tout une frontière ouverte, hein. C'est la minorité qui passe, la plupart ils sont renvoyés effectivement chez eux, et c'est pas simple. Voilà. On a compris, L'Armée d'Édouard est un roman engagé, une critique sociale qui dénonce la corruption des puissants et leur mépris de l'écologie. Allez, je vous lis un dernier passage. Ça se passe dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Depuis le début de la démocratie américaine, certains ont su tirer profit du système, usant, selon l'époque et la situation, de l'argent, du sexe ou de la peur du scandale. Certains ont corrompu des juges, voire des jurés. Mais c'est de plus en plus difficile, il faut l'admettre, donc de plus en plus rare. Alors, bien sûr, on peut acheter des passe-droits auprès des politiques, pour des constructions, pour des activités économiques, pour ce que l'on veut. Et bien sûr, les lois sur l'environnement sont avant tout des textes électoraux, histoire de faire croire que la nature sera préservée, alors qu'elle aussi peut être monnayée. Mais jamais elle n'a été plus protégée qu'aujourd'hui, sans doute parce qu'elle n'a jamais été aussi menacée. Que veulent les ravisseurs? Que l'on fasse strictement respecter les lois, notamment sur l'environnement ou contre la corruption. Il veut bien leur donner, John Hamlin. John Hamlin, c'est le vice-président qui a pris la présidence pendant que l'autre il travaille. Il le veut bien, mais il connaît déjà l'impact d'une telle décision minimale, anecdotique. Le pouvoir, ce n'est pas vraiment lui qui l'a, c'est le système lui-même qui le détient. Ses intérêts économiques variés, divergents parfois, qui s'entrechoquent pour essayer de préserver, et de toutes les façons possibles, ce qui importe le plus aux élites dominantes. Ce système qui repose sur quelque chose que John Hamlin lui-même, tout président qu'il soit aujourd'hui, ne peut pas réguler. Le dollar, les dollars, la cupidité, le toujours plus. Donc, ma question à propos de ce roman engagé, c'est pourquoi justement avoir choisi la forme romanesque et pas un essai ou un article, puisque vous êtes journaliste. Je pense que si vous faites un article, vous faites un essai, vous donnez des leçons. Et donc vous dites, voilà ce qu'il faut penser, voilà ce qu'il faut faire. Là, moi, c'est le lecteur, moi, j'ai jamais écrit ça. Enfin, j'ai écrit des personnages qui parlent, etc. Et chacun se met dans la position, parce que il y a des témoignages, il y a des moments où c'est par exemple le chef de cabinet de la Maison-Blanche qui défend le système. Il explique pourquoi le système doit rester comme ça. Donc il y a des cas où il défend en expliquant pourquoi ça doit rester comme ça, et puis d'autres qui disent bah non. Enfin,
Il y a un peu de tout, et je laisse le lecteur se faire sa propre opinion, se faire son idée. Donc, parce que avant tout, il ne faut pas oublier que ça reste... c'est du divertissement qui doit avoir du sens, mais il ne faut pas que c'est pas une leçon de morale. Je ne veux pas être un moraliste. Donc, je raconte des choses qui sont vraies. Ce que j'ai écrit, là, par exemple, c'est exactement comme ça que fonctionne ce système américain que je connais bien, parce que moi j'ai vécu là-bas. Et la domination, enfin, le seul point commun entre tous les Américains, c'est le dollar. Hein. C'est pas autre chose. Il n'y a pas de... La culture entre un habitant d'Anchorage et un habitant de Miami, il n'y a quasiment rien. Même la langue n'est plus la même, puisque la moitié de la population de Miami parle espagnol. On se retrouve avec un pays qui a comme seul point commun le dollar et le culte de l'argent. Ça, c'est un point commun très fort aux États-Unis, et ça vient aussi chez nous, le culte de l'argent à tout prix. Donc, c'est vrai que c'est une notion, moi, là, j'ai mis ça parce que je voulais... Si j'avais fait un papier sur la cupidité, il y a eu un très bon livre qui s'appelle Le triomphe de la cupidité de Robert Stiglitz, qui est un prix Nobel de la paix. Je pense que s'il y a 10 000 personnes qui l'ont lu en France, je pense que c'est beaucoup. Hein. Il n'y en a pas autant. Et encore, je pense que c'est 5 000 et 5 000 professeurs d'université. Donc, il était déjà d'accord avec lui. Alors qu'un roman, ça a beaucoup plus d'impact. Ça a beaucoup plus d'impact. Les gens vont... D'abord, personne ne va lire le triomphe de la cupidité de Stiglitz, et il fait 800 pages. Donc, qui va lire un essai de 800 pages qui est passionnant, parce qu'il raconte plein de choses sur la crise de 2008, etc., les subprimes, et pourquoi on aurait pu avoir une autre réponse à la crise des subprimes. Mais personne ne va lire ça. Très peu de gens lisent ça, alors qu'un roman, la forme romanesque... Moi, je dis souvent aux gens qui disent « j'aime pas les romans », je dis « mais si vous voulez comprendre une société, lisez des romans. Si vous voulez comprendre le 19e siècle, il vaut mieux lire Balzac et Zola. Si vous voulez lire chaque siècle, c'est par les romans qu'on a le plus d'informations, qu'on a le plus de compréhension. Si vous lisez un essai sur une société, ça n'a rien à voir, parce qu'il vous manque un élément essentiel dans les romans, dans les essais, l'humain. L'humain, comment les gens vivent réellement, comment ils ressentent. Dans un essai, vous ne racontez pas, vous ne dites pas comment les gens ressentent des choses, vous les décrivez, alors que dans un roman, vous mettez des personnages qui vont raconter leur ressenti, comment ils vivent les choses. Et c'est là que vous mettez le plus de choses, et puis après, parce que aussi on travaille avec l'empathie que le lecteur va avoir avec ces personnages. Donc c'est comme ça qu'on va jouer, et puis pour les mettre, après ils choisissent quel personnage ils ont envie d'aimer, quoi. Parce que c'est drôle dans les romans, les gens n'aiment pas les mêmes personnages. Moi, ça m'amuse toujours. Je leur dis, mais c'est lequel vous préférez? Ah ben, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Donc, ça donne le choix. Chaque lecteur va avoir sa vision et sa lecture. Et c'est ça qui est rigolo. Le projet de l'Armée des Doigts, on l'a vu, c'est de changer le fonctionnement de la société en quelques jours. Est-ce que ce ne serait pas une utopie? Oui. En fait, ce qu'ils demandent, c'est d'améliorer, mais c'est passer un message. Surtout, ce qu'ils veulent, c'est passer un gros message et une menace. Soyons clairs. C'est-à-dire qu'une menace vers les gens qui ont le pouvoir de faire le changement. En leur disant, faites-le, sinon voilà ce qui va vous arriver. Quoi. C'est un peu ça l'idée. Et après, oui, bien sûr que c'est une utopie, mais c'est ça qui est bien l'utopie. Si vous n'en avez pas, c'est pas drôle. Donc il faut des utopies pour donner envie d'agir. Pour que les gens aient envie de se mobiliser, il faut qu'ils aient un rêve commun. S'il n'y a plus de rêve, chacun reste dans son coin et puis c'est terminé. Donc c'est bien d'avoir une utopie et des rêves, en sachant que cette utopie, évidemment, elle est un peu elle est romanesque, hein, c'est un roman, comment ça c'est. Mais sinon, ça serait l'actualité. Mais après tout, pourquoi pas? Et après tout, on peut espérer qu'un jour il y a un réveil et que. Mais bon, voilà. Je veux rester là-dessus. Un de mes anciens boss, un jour, m'a dit que j'étais qu'est-ce qu'il m'avait dit? Indécrotablement optimiste. Voilà. Je vais garder ça. J'arrive à la dernière question que je vais laisser à Nadine, puisque c'est elle qui l'a écrite. La question de Nadine, c'est: c'était jubilatoire de mettre les méchants par terre, de faire gagner les gentils face au FBI, à la CIA et au GAFA? Oui, c'était rigolo. C'était rigolo, même s'ils ne gagnent pas complètement, mais parce que c'est plus compliqué que ça, malheureusement. Et puis,
le FBI n'est pas forcément méchant. C'est juste, eux, ils font ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire trouver des gens qui ont... Ils font pas oublier qu'ils font quelque chose quand même ils privent de liberté des gens. Ils font quelque chose qui est une activité qui est criminelle, par nature. Quand on enlève des gens contre leur gré, c'est une activité criminelle. C'est quelque chose qui est condamnable. Donc, le FBI qui les cherche, ils ne font qu'essayer de chercher des criminels, entre guillemets. Donc, là-dessus, après, c'est toujours pareil, on va chercher les motifs. Vous savez, dans les jugements, le juge a la liberté d'adapter son jugement parce qu'il y a en fonction de l'individualisation de la peine. Donc on va avoir individualisation du jugement sur l'acte en disant que ils font un truc qui est quand même très 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 limite, plus que limite, mais vu qu'ils ont une motivation forte pour le faire et qu'on peut partager certaines de ces motivations et que finalement ils ne leur font pas vraiment de mal à ces gens-là, on va leur donner l'indulgence du jury, quoi. Mais moi je me suis bien amusé parce que c'était, encore une fois, c'était ce côté-là. Moi j'ai été frappé, j'étais parti notamment d'un très grand groupe, et j'étais frappé de voir que les gens prenaient des décisions en se souciant pas vraiment des conséquences des décisions. Et en disant que c'est les autres qui allaient les vivre, les conséquences, pas eux. Voilà. Eux voyaient l'intérêt financier de prendre la décision, mais pas l'impact social, humain, que pouvait avoir la décision. Et voilà, et oui, c'est bien d'actualité. Donc c'est pour ça que ça m'amusait de faire ça, de dire bon ben voilà, on va les mettre face aux conséquences des choses qu'ils ont eux-mêmes décidées, et puis on voit ce qui se passe. Et ça c'est aussi assez jubilatoire à écrire, mais c'est pas fini. Bien, moi je vais faire la conclusion. Oui, c'est un excellent thriller qui allie action et réflexion. Un livre passionnant, haletant, intelligent, original et bien écrit. Un thriller particulièrement addictif que je vous recommande. Quand vous allez l'avoir entre les mains, vous allez avoir du mal à le lâcher. Hein? Et je suis donc très heureuse de terminer les cafés littéraires sur ce roman. Et je remercie Monsieur Agnus de sa venue. Je remercie Nadine et Serge. Et je remercie aussi Germaine, qui nous... Ah bah si, elle est allée chercher des livres et elle les a ramenés. Mais avant de terminer, donc, je voudrais expliquer pourquoi c'est mon dernier café littéraire. Eh bien, c'est mon dernier café littéraire en raison de la radiation de LSR, de Nadine et Serge. Nadine et Serge, ce sont deux personnes avec qui je travaille. Sans eux, je ne peux pas assurer le café littéraire. C'est eux qui visitent les salons du livre, qui découvrent les auteurs, qui achètent de leur poche les livres, qui prennent les contacts, qui me les communiquent, qui me donnent les livres à lire. Quand j'ai contacté les auteurs et programmé les rencontres, chacun de son côté prépare des questions, fait l'analyse des livres et ensuite on se les met en commun. Quand je ne suis pas là, c'est encore Nadine et Serge qui présentent les cafés littéraires à ma place. C'est Nadine, oui. C'est eux qui accueillent l'auteur. Donc je ne peux pas continuer sans eux. Et par conséquent, le prix du livre s'arrête aussi, puisque le prix du livre LSR, il est adossé au café littéraire. Il est issu, ce sont les livres qui ont été présentés en café littéraire, qui ensuite sont discutés pour le prix du livre. Donc le prix du livre, je suis désolée, s'arrêtera. Voilà. Donc maintenant on va en revenir à l'armée d'Édouard et on va lancer la séance de dédicace. Excusez-moi, je suis un peu émue. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Parce qu'il y aura de suite, qui est fini, et j'attends que la FON me donne la date de sortie. Ils me donneraient début du mois prochain la date. Donc ça sera ou fin 2024 ou début 2025. Et juste aussi, les droits ont été achetés par les droits d'adaptation. Voilà, les droits d'adaptation ont été... Voilà, et c'est un Anglais là, qui est en train de faire l'adaptation, il s'appelle James Mitchell, qui est en train de faire l'adaptation. Les droits ont été pris par le producteur qui a
c'est un Espagnol qui est aux États-Unis et qui avait produit la première saison de La Casa de Papel. Ouais, c'est pas une petite série, une série de 6 ou 8 épisodes. Selon l'écriture de James Mitchell, on va voir. J'ai oublié une chose. Ces fleurs. Je les partage avec Nadine, elle ne les veut pas, mais moi je pense qu'elle les mérite. Donc ces fleurs-là, elles sont pour Nadine. Alors moi, quand il sortira, c'est en 2025, et c'est voilà, avec plaisir. J'ai un autre livre qui sort en juin, en septembre en librairie, qui est un autre roman thriller qui va se passer à 98% dans un sous-marin. Ça va s'appeler Sub, le prix du silence. Le prix du silence. Comment ? Non, ça va. Mais vous savez, on n'est pas claustrophobe. On en a parlé à Mimi, il disait que moi qui suis claustrophobe, il disait mais ça mesure 130 mètres ce sous-marin. Il y a 3 étages. C'est ça. Oui, mais on ne le sent pas. On ne le sent pas. Et ça bouge pas. J'aimerais pas, non ? Ça bouge pas. C'est un ponton sous l'eau et ça bouge pas du tout. Sauf les 6 ou 7 qui sont descendus, avec le truc qui était soi-disant une crevade. Ah oui, j'avais un ami dedans. Paul-Henri Larjolet, c'était un ami. Non, mais Paul-Henri, c'était. Ouais, non, c'était pas une expérience, c'était quasiment une visite touristique. C'était une visite touristique pour des gens qui avaient payé très cher pour aller voir le Titanic. Et Paul-Henri, c'était sa 39e plongée sur le Titanic. Et lui c'était un professionnel, hein, c'est lui qui était un des découvreurs du Titanic. Et ils étaient sur un. Ce qui était expérimental, c'était leur sous-marin, parce qu'il était mais il avait déjà fait sa 8e plongée, c'était pas la première, et c'était la 8e. Et simplement, il avait fait le pari du fabricant de ce sous-marin, c'est de faire un mélange entre 2 matériaux, le titane et le carbone. Et le problème, c'est ce qu'il avait sous-estimé, visiblement, il n'a pas tenu, c'était la fatigue du matériel, qui ne fatiguait pas au même rythme. C'est-à-dire que donc il y a eu une usure prématurée de un des 2 matériaux par rapport à l'autre, et il y a eu, et ça a cédé, on ne sait pas, sans doute vers 2000 mètres, ça a cédé. Maintenant, quelque part, ça paraît bizarre ce que je vais dire, mais c'est aussi ce qu'a dit Philippe Paul-Henri, c'est la mort qu'il aurait voulu. Voilà. Parce que lui, il a passé sa vie à plonger, et à explorer. Moi, grâce à lui, je trouve que bon, voilà. Je ne sais pas si on en a parlé ce midi, mais Paul-Henri était important dans ma vie sur un truc très important qui est que vous avez entendu parler du sous-marin Minerve qu'on a trouvé il y a 4 ans. Et il se trouve que mon père était ce qu'on appelle le chef sur la Minerve, c'est-à-dire l'ingénieur mécanicien de la Minerve. Et grâce à Paul-Henri, on a pu plonger et poser une plaque sur ce sous-marin, parce que c'est lui qui nous avait mis en relation avec, une fois que la marine l'avait retrouvé, mais il nous a mis en relation avec un milliardaire américain qui nous a prêté son bateau, son sous-marin, pour aller poser une plaque, parce que c'était quelqu'un avec qui que Paul-Henri connaissait. Et donc, Paul-Henri nous avait permis d'aller poser cette plaque à 2235 mètres de fond, sur les pattes, enfin, ce qui reste dans les pattes, c'est des morceaux. Et donc moi j'ai beaucoup discuté avec lui et j'avais échangé pas mal de mails avec lui après sur d'autres sujets. Et franchement, il avait 77 ans, toute sa vie il avait plongé. On ne le voyait pas mourir dans un lit, quoi. Voilà. Et il avait été un des pionniers de la plongée d'exploration. Il avait été commandant de la base des plongeurs des mineurs à Cherbourg. Enfin, il avait été. Voilà. Et quelque part, il n'arrêtait pas, il continuait à plonger en permanence, à plonger. Et là, il était justement. Il avait été. Le propriétaire du sous-marin lui a demandé de plonger avec les invités pour leur raconter la Titanic, leur raconter comment il avait découvert le Titanic.
Donc c'est dramatique comme décès, parce qu'évidemment, après c'est un décès instantané, faut pas oublier. C'est un décès... Non, pas du tout. Ça se passe comme ça. C'est une implosion, une violence telle que vous ne vous rendez même pas compte de ce qui se passe. Victor Vescovo, le milliardaire que je l'ai vu dans une émission américaine, quelqu'un lui dit, parce que lui il est descendu 12 fois dans la fosse des Mariannes à 11 000 mètres. Et le journaliste américain lui dit, mais qu'est-ce qui se passe si vous avez une fuite à 11 000 mètres? Et Victor se marre et il dit, mais c'est pas un problème. Comment ça, c'est pas un problème? Ben non, c'est pas un problème parce que je suis mort. Instantanément. Si vous faites une petite faille là-dedans, mais l'implosion, poum, c'est fini. C'est une fraction de seconde. Ça va tellement vite. Si vous voyez la Minerve, de mon père a implosé à 600 mètres. Quand vous voyez les restes du sous-marin, vous voyez qu'à l'époque, les épaisseurs des coques de sous-marin, c'est comme ça. Vous voyez, c'est de l'acier épais comme ça. Ben, c'est comme si je prenais ça, je le déchire. C'est en morceaux comme ça. Donc vous imaginez la violence pour être capable de déchirer de l'acier de 15 cm. Ben, un homme là-dedans, et c'est immédiat. C'est vraiment immédiat. Enfin, le sous-marin, il tient, boum, il craque. Voilà. Donc c'est une mort instantanée. Donc ils ne se sont pas vus mourir. Ils n'ont pas le temps. Je parle pour le Paul-Henri parce qu'il est à 2000 mètres. Le sous-marin de mon père, malheureusement, ils ont eu 2 minutes où ils se sont vus descendre. Donc, mais c'est long, 2 minutes maximum. Parce qu'on a 2 minutes entre le dernier message radio et l'implosion. Combien de temps, à quel moment ils ont commencé à plonger, on ne sait pas. Donc, disons que c'est un maximum de 2 minutes, mais là, dans le cas de Paul-Henri, ils sont descendus jusqu'à 2000 mètres, visiblement sans problème. Et puis d'un seul coup, ça a cédé. Quoi. Donc, mais je vous assure que dans un sous-marin, on n'a pas peur autrement. Un sous-marin nucléaire lanceur d'engin, ça fait 138 mètres de long et c'est 3 étages de hauteur. Ça fait 15 mètres de hauteur, et donc vous avez 3 niveaux de vie. Vous avez des couloirs dans tous les sens, vous avez des circulés, vous avez des salles de gym, enfin de salles de gym. Il n'y a pas d'araignée. Voilà. Et non, on y mange très bien. Vraiment, c'est étonnant, quoi. C'est un petit village sous l'eau, quoi. C'est très calme. Ouais, non, parce qu'on sait qu'elle est là, puis vous la voyez avant de plonger, vous la voyez pour sortir de plonger, et puis vous apprenez bien, là, parce que, en revanche, un sous-marin en surface, c'est pas agréable. Donc, sauf si, là on a eu de la bonne mer, mais si vous avez de la mauvaise mer, c'est fait pour être sous l'eau, c'est pas fait pour être en surface, et quand c'est en surface, ça fait ça, quoi. Donc c'est pas top, quoi. Mais bon, après, non, c'est vraiment étonnant, quoi. Bien sûr, quand on est, pour la petite histoire, mais quand on est sorti, c'était il y a 3 semaines, je suis rentré il y a 3 semaines, quand on est sorti en pleine nuit, à minuit. En plus, ça a été sympa, ils m'ont demandé d'aller ouvrir le truc, donc je suis le premier à sortir et à sortir l'air frais, parce que j'ai ouvert le panneau, et enfin, pas le panneau, mais ce qui est au-dessus du sous-marin. Et puis on regardait dehors, et dehors, il y avait la mer qui recouvre l'avant du sous-marin, et c'était couvert de flashs lumineux. Et c'était des méduses fluorescentes. Et bien, c'est extraordinaire. Vous avez le sous-marin qui avance dans un nuage de lumière de ces méduses qui, au moment où on accélère leur vitesse, en fait, elles se mettent à briller parce que la vitesse s'accélère. Et donc, comme dans le sous-marin les pousse, ça accélère. Et là, on avait donc la mer noire et la mer couverte de couleurs d'éclairage qui couvrait l'avant du sous-marin. C'est magnifique. Donc là, la mer, elle est magnifique. Alors, non, à Brest. Ouais, c'est ça. Les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les gros qui ont les missiles, sont basés à Brest. Et les sous-marins d'attaque
sont plus petits, ils font à peu près 80 mètres de long et il y a 70 personnes à bord. Eux, ils sont à Toulon. Voilà, c'est deux bases différentes pour deux missions différentes. Parce que la différence, c'est que le SNA, c'est un chasseur. Ils ont une formule que j'aime bien, ils disent pour nous, il y a deux formes de bateaux, il y a les sous-marins et les cibles. Et après, vous avez les SNLE, lanceurs d'engins, qui, eux, comme seule vocation, la dissuasion nucléaire. Donc, eux, ils portent l'arme nucléaire, ce sont les seuls porteurs d'armes nucléaires avec des avions, mais eux, ils portent la dissuasion parce qu'on ne sait jamais où ils sont. Et quand je dis jamais, personne ne sait. Personne. Le président de la République ne sait pas où sont les sous-marins nucléaires. Le chef d'état-major des armées ne sait pas où est le sous-marin nucléaire. Le commandant. Le commandant, quand il plonge, une fois qu'il est en surface, il est plongé, c'est lui le patron, il va à son coffre, il ouvre le coffre, il prend ses ordres, et là, on lui donne une zone de navigation. Mais la zone, ça peut être Atlantique Nord. C'est grand, l'Atlantique Nord. Ça fait 5000 km de large, 7000 km de haut. Et c'est Atlantique Nord, où il veut. Et lui seul sait où il va être dans cette zone. Et personne ne sait, à part lui, et ils sont 3-4 à bord. C'est tout. Et la zone dans ce qu'on appelle le PCNO, le PC navigation et opération, qui est le centre névralgique du sous-marin, la zone où on vous trace la route, elle est fermée par un rideau. Il n'y a que personne ne peut le voir, sauf quelques personnes qui ont le droit d'y aller. Donc là, il la ferme dans cette période-là, pour qu'aucun marin ne sache, à part les 3-4 endroits, ne sache où on est allé. Parce que c'est très important de garder ce secret jusqu'au bout. J'en fais un roman. Voilà. C'est le thème du prochain roman. Non, j'ai pas fait. Il est en train de. J'ai écrit. J'avais commencé un peu avant, et là j'ai écrit 25% du livre. Voilà. J'ai écrit 25%, il me reste quand même 75%. Mais je sais très bien, je sais ce que j'ai fait. J'ai l'histoire. Parce qu'on m'a raconté tellement d'histoires que j'ai utilisé dedans. Et après, bon, je rajoute du suspense, voilà, des trucs. Puis, aujourd'hui, quand vous voulez mettre en scène un sous-marin nucléaire avec des menaces, c'est assez simple de regarder l'actualité. Voilà, J'ai même cru comprendre que maintenant, les Russes envisagent, mais plus que ça, je crois, sont sur le point d'envoyer des espèces, j'ai pas bien compris, des espèces de drones nucléaires qui seraient chargés de détruire nos satellites, tout ce qui est le GPS, etc. C'est en train de se mettre en place, apparemment. Ça c'est les menaces. Vous savez, l'effondrement de l'Union soviétique a été gagné en faisant croire aux Russes que les Américains allaient développer ce qu'ils appellent Star Wars, la guerre des étoiles, et ils ont fait croire aux Russes qu'ils étaient en train de développer des satellites capables d'envoyer des lasers, etc., ce qu'ils étaient absolument incapables de faire. Mais ils ont tout fait en termes de communication et surtout de renseignement pour faire croire ça aux Russes. Ils ont emmené les Russes dans une surcharge de dépenses de recherche-développement qu'ils n'ont jamais réussi qu'à couler l'Union soviétique. Donc là, il y a aussi beaucoup d'intox dans tout ce qu'on raconte. Et même si franchement, les satellites, il y a 2 systèmes aujourd'hui dans le monde, il faut dégommer par un satellite. Il faut en dégommer 200. Donc je pense qu'il y a beaucoup de menaces et c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Tu parlais quand même de l'effet Gagarine, c'est-à-dire que personne n'imaginait que les Russes enverraient dans l'espace un homme, hein, et tout le monde a été pris de coup. Oui, bien sûr, mais il n'y avait pas le même niveau de renseignement, surtout aujourd'hui, ils sont capables de faire des choses, hein, mais ils peuvent démonter ils peuvent démonter quelques satellites, et tout un système, ça devient très compliqué, parce qu'il faut des... Voilà, donc... Je pense qu'il y a... après, il y a plein d'autres menaces, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Les Russes aujourd'hui montrent que effectivement... j'ai une remarque qui m'a fait un marin très intéressant, c'était le boulanger du sous-marin. Je discute avec lui, il me raconte comment, quand il y a eu la guerre en Ukraine qui s'est déclenchée, eux, ils n'étaient pas en navigation, donc il y avait un sous-marin qui était sous l'eau quelque part, et eux, ils devaient partir que 3 semaines, un mois après.
Et il était chez lui, il dit, je rentrais du sport, j'avais mes chaussures de foot dans la main et ma fille de l'autre, et le téléphone sonne. Et à midi, un dimanche, et on leur dit, donc la guerre avait commencé jeudi, et on leur dit, on vous attend à 8h du matin à l'île Langue, demain matin, pour départ. Donc c'était pas du tout prévu, il devait partir qu'un mois après. Et il m'a dit deux choses. Il m'a dit, ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est que le lendemain matin, à 8h du matin, tout le monde était là. Déjà, il ne manquait pas un marin. Et après, il m'a dit, ce jour-là, j'ai pris conscience de pourquoi je faisais ce métier. Voilà. Ça a donné du sens à ce métier. On savait que ce jour-là, on allait vraiment être utile pour donner un argument, comme a résumé un commandant qui se demandait comment il résumait son métier. Il m'a dit, mon métier, c'est de faire que quand le président de la République dit à quelqu'un qui veut attaquer la France, ne le faites pas, sinon ça va vous coûter cher, on le croit. Voilà. Donc, c'est ça mon métier. Et d'autant que je lui dis, mais si jamais on vous demande de tirer, il dit, ben on tirera. Et je lui dis, mais après. Et là, il s'est marré, il m'a dit, mais il n'y a pas d'après. Donc moi, c'était intéressant de voir le degré d'engagement, de conviction des marins sur le fait qu'ils sont importants, ils ont un rôle à jouer, et de l'importance de leur mission. Ils sont absolument convaincus que, effectivement, ils doivent être invisibles, parce que sinon, la dissuasion nucléaire n'existe plus. Voilà. Donc tout ça, ça sera des éléments que je vais trouver dans mon roman. Merci beaucoup.